Alors bonsoir à tous. Donc ce soir nous allons parler de comment bien nourrir un engagement qui sociétal qui me concerne. Donc en fait c'est avec, je vais pas vous en dire plus long parce que je ne sais rien, moi j'y connais rien, avec le docteur Bernard Pradine qui est gériatre et qui a fait bien d'autres choses, mais qui sait bien mieux se présenter que lui tout seul que moi. Et puis donc Christophe Pacifique, donc, qui est président du... coordonnateur de l'espace éthique, voilà, mais qui est aussi cadre de santé et docteur en philosophie. Et donc, qui peut-être se présenteront un peu mieux que je ne le fais, et qui vous parleront en tout cas du sujet beaucoup mieux que moi. Si on a insisté pour faire ce sujet cette année, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas, peut-être que quelques-uns parmi vous avaient insisté l'année dernière, on devait faire quelque chose autour de ça, au printemps, et puis en fait, ça avait tourné un peu, c'était un peu n'importe quoi, parce que c'était organisé par, je ne veux pas dire, par les étudiants qui nous ont fait faux bond au dernier moment, mais on avait dit, vous inquiétez pas, l'année prochaine, on remet ça, et on le fera. Et là, je crois que ça va être très bien, vous allez voir. Voilà. Donc, juste, je vous rappelle les deux prochaines conférences. Donc, le 28-11, oui, le 28-11. Pourquoi il est important de parler du désarmement nucléaire avec Paul Piles. Voilà. Ça, c'est le 28-11, c'est toujours à la même heure, à 18h ici. Et le 5-12, Gauguin et les modernes, ou le primitivisme avec Hennebière. Voilà. Et là, c'est sur l'histoire de l'art. Je vous laisse. Bonsoir à tous. Est-ce que si je parle comme ça, tout le monde m'entend? Parfait. C'est un bon début. Donc, nous sommes ravis de vous avoir ce soir sur cette thématique sociétale. Je dois remercier déjà l'UBT de nous avoir reçus et permis de débattre ce soir. Donc, de mon côté, je représente l'espace éthique du département du Tarn. L'espace éthique du département du Tarn, c'est un espace de réflexion qui permet à plus de 60 établissements, associations, publics, privés, de collaborer à une réflexion autour de l'éthique, sur toutes les thématiques de l'éthique. Et notamment, bien sûr, autour des soins palliatifs et du bien mourir. Je pose juste une question pour voir s'il y a des bénévoles de l'ASP ce soir ici. Je ne vois pas de main qui se lève. D'accord. Donc, après nos deux interventions, on évoquera rapidement les structures de notre département autour de l'accompagnement de fin de vie qui se sont développés, qui existent, et des projets qui existent aussi, de façon à vous informer sur ce qui se passe chez nous dans le département du Tarn. Donc j'ai le plaisir d'être accompagné par le docteur Bernard Pradine, qui commencera son intervention et à qui je donne la parole directement. Après son intervention, nous garderons une quinzaine de minutes pour des questions et un échange avec lui-même. Nous essaierons de trouver un micro circulant aussi pour donner la parole à ceux qui souhaiteront poser des questions. J'enchaînerai de mon côté et nous garderons un espace aussi pour le débat. Je voudrais aussi signaler que j'avais des formulaires qu'une dame de l'association pour le droit de mourir dans la dignité m'avait confié. Donc je respecte ce qu'elle m'avait dit et ces formulaires sont sur le bureau, mais je vois qu'une distribution a été faite déjà dans les rangs. Donc on pourra aussi débattre avec cette association. Nous avons la chance d'avoir un débat ouvert ce soir qui permet toutes les idées, l'idée étant de ne pas en exclure une seule. Donc je donne la parole à Bernard. Merci beaucoup. À mon tour de vous demander si vous m'entendez bien, en particulier au fond de la salle. Parfait. Alors on y va pour 20 minutes. Vous imaginez bien qu'en 20 minutes, nous n'allons pas aborder l'immensité du sujet. On va simplement le voir avec un point de vue qui est celui d'un médecin, parmi d'autres, qui a exercé une spécialité récente qui est la gériatrie, tout à fait nouvelle, et qui a accompagné des personnes vers la fin de la vie
vers la fin de leur vie, à raison, comme je vous l'ai mis, de à peu près 1050 à peu près personnes en 18 ans et demi. De la mort, je ne sais pas plus que vous, bien évidemment. Et il faudra se tourner plutôt vers la philosophie, si tant est qu'elle ait une réponse, vers la littérature, vers l'histoire, plus généralement vers les sciences humaines, pour approfondir la problématique même de la mort. Moi, ce que j'ai vu, c'est la fin de la vie, ce qui est différent. Ou la fin de vie, comme certains le disent, de manière d'ailleurs pas tout à fait, je dirais, sans signification, le fait d'utiliser le terme de fin de vie. Voilà. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la fin de la vie est de plus en plus solitaire dans notre pays. C'est ainsi que si vous regardez derrière moi les histogrammes, vous voyez ici que les personnes qui vivent seules, quel que soit leur âge, vont de 6,3% en 1962 à 15,2% en 2011, et que les choses ne font que s'accroître du fait d'une réorganisation de la société, en particulier de la famille. Et si on regarde maintenant cet isolement objectif, qui est différent de la solitude, mais enfin qui conditionne la solitude, bien entendu. Si on le regarde à la lumière de l'INSEE, c'est-à-dire des évaluations qui ont été faites en fonction de l'âge, on voit que c'est plus de la moitié des femmes de 80 à 93 ans qui vivent seules. Or, actuellement, on meurt de plus en plus tard, et c'est la moitié des femmes qui meurent après 85 ans, ce dont on ne peut que se réjouir. Par contre, le fait qu'on meure au grand âge pose un nouveau problème d'égalité dans un pays de la loi du 4 août 1789, si tant est que nous soyons très marqués par le désir d'égalité, c'est que dès lors que la mort survient au grand âge, elle peut être identifiée au grand âge, ou le grand âge à la mort, et elle rend d'autant plus injuste le fait que l'on meurt plus tôt, comme c'était le cas toujours autrefois avec une pyramide des âges, qui était une vraie pyramide des âges, alors qu'elle est devenue une toupie maintenant. Et cet isolement, cette solitude, la publicité ne s'y est pas trompée, puisqu'elle vous dira même que non seulement vous devez mettre belle-maman sur le capot de la voiture, mais du coup vous ne pouvez pas faire autrement peut-être, mais on vous demandera même d'ouvrir votre esprit, et forcément en anglais ça fait mieux. Et puis il y a également les personnes qui vont aider, qui vont accompagner, dès lors qu'il y a une exigence de soins qui augmente, dès lors qu'il y a de plus en plus de maladies dites chroniques. Ça veut dire quoi? Qui durent. Si elles durent, c'est qu'on ne peut pas les soigner. Enfin si, on peut les soigner, mais on ne peut pas les guérir. Eh bien, si on regarde cette courbe ici, des personnes fortement dépendantes, et on sait que la dépendance est corrélée avec les pathologies, eh bien vous voyez que si nous sommes en 2017, là où est la barre bleue, nous allons voir monter avec le trait plein, ici, dans les prospectives du moins, jusqu'en 2040, considérablement le nombre de personnes âgées dépendantes. Et si on regarde maintenant la courbe que j'ai fléchée en vert, ce sont les personnes qui sont susceptibles de les aider parmi les aidants qu'on qualifie de naturels, c'est-à-dire socialement construits dans l'histoire. Et nouvellement remplacés par les aidants professionnels, massivement. Depuis 50 ans, on voit monter en puissance la professionnalisation en établissement et la professionnalisation à domicile d'accompagnement de la fin de la vie. Phénomène totalement nouveau. Si on regarde maintenant où est-ce qu'on meurt, alors là, véritablement, la toute fin de la vie, parce qu'il y a un problème de définition de la fin de la vie, comme vous imaginez, ça dépend de ce qu'on entend par là. On ne va pas se lancer dans ce débat ce soir, si vous voulez bien, à moins que vous soyez intéressés. Et on va regarder où est-ce que les personnes décèdent dans le sens de certificat de décès. Eh bien, on voit qu'il y a eu une cassure à la fin des années 70, avec une brutale montée des décès dans les hôpitaux et dans les cliniques, tant et si bien que nous sommes actuellement, à le dernier pointage de l'INSEE 2016, et donc plus loin que ceci, nous sommes à 56% de décès en hôpitaux ou cliniques, alors que nous ne sommes qu'à 24% en logement ou domicile.
Par contre, on voit monter de manière spectaculaire le nombre de décès dans les maisons de retraite, c'est-à-dire essentiellement les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tant et si bien qu'en 2016, nous sommes maintenant rendus à 13% de décès dans les maisons de retraite, mais sans compter ceux qui vont mourir à l'hôpital, qui sont à peu près un quart des personnes hébergées en maison de retraite, qui, d'après l'Observatoire national de la fin de la vie en 2013, vont mourir à l'hôpital, si tant est qu'on veuille bien d'eux. Et ceci est évidemment tout à fait en contraste, en contradiction avec le fait que 81% des Français, d'après l'IFOP 2011, voudraient passer leurs derniers instants chez eux, c'est-à-dire mourir chez eux. Avec une réputation des maisons de retraite, dans lesquelles on va de plus en plus, qui est ce qu'elle est. Et Rhys nous dit bien ça, il nous dit « tu seras bien ici avec Mémé ». Il nous dit aussi qu'on peut être légitimement inquiet, notre personnel médical est très efficace, nous dit-il. Et puis se posent des questions à la fin de la vie, justement, financières, à savoir que s'il faut payer la maison de retraite, et lorsqu'un homme a plus d'ancêtres vivants que de descendants, nous dit-on, ça peut poser un problème, effectivement, dès lors que le dévouement bénévole d'autrefois, immémorial des femmes dans les familles, auprès des personnes âgées et des enfants, a été remplacé par une professionnalisation massive qui, elle, se paye, avec un déplacement qui est féminin aussi, puisque 89% des personnels en 2009, dans les EHPAD en France, ce sont des femmes. À domicile, c'est pratiquement du 100%. Problème donc, vous voyez, qui est ici relativisé de manière comique, entre guillemets, cynique. Tu pourrais faire l'effort de t'habiller plus sexy, sinon on n'arrivera jamais à vendre la maison avant que tu meurs. C'est donc un contexte qu'il faut analyser, un modèle traditionnel, considéré encore comme idéal, sous-jacent, pas forcément exprimé, mais la référence qui est en cause, un maintien à domicile jusqu'au bout de la vie, un accompagnement prodigué sous le même toit. Ça vous dit rien, ça? Ça vous rappelle pas la famille communautaire, rurale, en contradiction avec la famille citadine, nucléaire? Nucléaire, ça ne veut pas dire qu'elle explose, hein? Si, justement, 47% de taux de divorcialité, ce qui pose aussi une problématique dans l'accompagnement de la fin de la vie. Implication et prérogative à la discrétion de la famille, je fais venir ou je ne fais pas venir le médecin. Nous ne sommes pas dans une structure, là, structure institutionnelle. Décès entouré des siens, recueil du dernier souffle. Moi j'étais frappé par l'espèce d'énorme culpabilité si on n'est pas là au moment du dernier souffle. Et puis moindre frais de la fin de la vie. Mais pourquoi? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, parce que le bénévolat ou la mission gratuite est remplacée par le professionnel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait bien compris aussi de quoi il s'agit dans la généralité des cas, parce qu'en matière humaine, nous ne pouvons jamais tracer une règle absolue mathématique. C'est un monsieur qui s'appelait Jean de La Fontaine, qui vivait au XVIIe siècle, et qui a écrit « La mort et le malheureux ». Et il nous dit « Qu'on me rende impotent, cul de jalte, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, c'est assez, je suis plus que content. » Il rejoint en ça Jean Kelevich, qui nous explique aussi que la généralité, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir, moi, dans ma carrière, très généralement. Encore une fois, il y a une petite minorité qui est différente. La mort et le bûcheron, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. La mort et le mourant, qui est beaucoup plus développée, ce sont les seules fables parmi les seules fables qui n'impliquent pas des animaux. Il faut lire La mort et le mourant. Il nous expliquera, comme Jacques Kelevich, qu'on peut avoir 100 ans, c'est quand même trop tôt. Alors, il y a eu, vous le savez, une grande médicalisation de la mort. Nous ne savions pas trop quelles étaient nos limites. J'ai moi-même été réanimateur dans une époque où on sentait moins les limites qu'on les connaît maintenant. On avançait, on progressait.
C'était l'arrivée des respirateurs et d'autres technologies. Cette technologie donc a été remise en question par le mouvement des soins palliatifs, d'une certaine manière, en disant attention de ne pas aller trop loin et surtout de ne pas déshumaniser. Et il y a des gens qui sont arrivés en France, Léon Schwarzenberg, qui à sa manière, on pourra en parler si vous voulez, réagissait à cette situation-là. Et puis en Angleterre, et ça nous a énormément influencé ici en France, une dame qui s'appelait Cicely Saunders, qui a fondé un hospice à Londres, et cette dame était infirmière et devenue médecin pour avoir encore plus d'influence sur les situations de fin de vie. Et puis il y a eu aussi Elisabeth Kübler-Ross, qui était une psychiatre américaine d'origine suisse et qui a théorisé en quelque sorte la fin de la vie en écoutant essentiellement des personnes qui étaient dans ce moment-là particulier de la vie. Tant et si bien que s'est développé un mouvement qui nous a permis de tirer aussi des structures de la nuit de l'hospice. Nous avons eu un nouvel espoir, nous, les soignants. Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire. Tous les mots comptent, en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ceci, bien sûr, avec des dimensions physiques, c'est-à-dire organiques, médicales, si vous voulez, psychiques, psychologiques, si vous voulez, sociales et spirituelles. Nous pourrions en reparler. Tout ceci a débouché au plan juridique sur des lois, la loi Leonetti de 2005 et la loi Claes-Leonetti de 2016, avec en particulier quelque chose que nous n'avons pas attendu, je peux vous le dire pour ma part, pour le pratiquer, qui s'appelle le double effet, ça nous vient des Anglais, ça double effet, qui est le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Attention, souvent ça la prolonge, contrairement à l'idée du législateur. Mais l'essentiel, c'est que la personne ne souffre pas. L'assistance au suicide est parfois inconnue dans les formations que j'ai l'occasion d'effectuer. Le fait de fournir à une personne les moyens de mettre fin à ses jours elle-même. Parce qu'il y a parfois des définitions bizarres, je dirais. Euthanasie, situation où un tiers met intentionnellement fin à la vie d'une personne à sa demande. Très souvent oublié ça, à sa demande. Or, ça change tout. Afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable, la personne, le sujet, pas l'autre. Donc ça, c'est pas de l'euthanasie. Voilà l'hôpital qui est sur un lit, et l'infirmière qui dit au monsieur qui coupe les subventions, attendez, il bouge encore, il y a encore une trace de vie. Ce n'est pas de l'euthanasie. Et puis nous pouvons nous interroger malgré tout, même si on a quelques certitudes. Est-ce que nous n'en faisons pas assez parfois? Bonjour papy, ça va bien? Vous me répondrez demain, là je n'ai pas le temps. Ou est-ce que nous en faisons trop? Avant, pour mourir, un curé suffisait. Dominus sanctus. J'ai 2 médecins, des infirmières, un psychologue, 3 aides-soignantes, un kinésien, un art thérapeute et 2 bénévoles. Pas moyen d'être tranquille. On l'appelle aussi l'acharnement relationnel, avec l'acharnement thérapeutique dans le sens traditionnel du terme, devenu obstination déraisonnable. Et puis, l'éthique est arrivée, l'espace éthique, que je remercie de m'avoir invité, l'Université pour tous aussi, que je remercie de m'avoir invité. Et ce monsieur, vous l'avez peut-être connu, posait une question, seras-tu un bienfaiteur ou un assassin? Ça veut dire, au-delà du bien et du mal, nous dirait Nietzsche, mais là on reste en deçà du bien et du mal. L'allongement de la durée de la vie, ça suffit, sauvons les retraites. Ça veut dire dans quelles conditions peut-on interrompre un traitement devenu inutile, à condition qu'il le soit. Si vous souffrez trop, tirez sur le cordon. Avec un monsieur qui semble faire écho à ça, qui est un monsieur qui est au Japon, donc il risque
fort peu d'être dans cette salle et je risque fort peu de le vexer, qui nous explique que le problème devrait quand même être résolu si on laissait se dépêcher et mourir. Monsieur qui était ministre des Finances et Premier ministre d'un grand pays. Et puis, il y a aussi la tentation. Mais ça aille vite, allez. Sédation de fin de vie, c'est très joli, mais que ça aille vite. Comment seront nos retraites? Mais pas que. Heureusement, le British Journal of Psychiatry, c'est-à-dire le journal britannique de psychiatrie, vient de publier en octobre 2007, donc le mois dernier, une étude à propos de ces patients psychiatriques qui sont des personnes qui ont une souffrance insupportable. Et heureusement, ces auteurs nous disent, on est à 5 minutes donc, heureusement, ces auteurs nous précisent quelque chose qui est ici, là, qui nous disent que l'euthanasie ne devrait jamais être envisagée ou utilisée comme un moyen de résoudre les insuffisances et faillites d'une société. Merci. Je préfère, parce que ça s'est déjà trouvé, ça. Et ce jeune homme, 8 ans avant d'être assassiné, comme une prémonition, il nous disait ceci, après avoir dessiné cela. Il avait dessiné « marre de vivre, marre de cette vie de merde », exactement. Et quelqu'un en cravate lui dit « allons, vous plaignez pas, quoi qu'il arrive, vous mourrez dans la dignité ». Et il nous dit « il n'y a pas de vie digne sans mort digne et inversement ». Assassiné. Alors, il y a quelqu'un qui, vous voyez, et c'est lui toujours, hein, qui nous a fait un dessin là, un peu difficile à regarder, je le reconnais. Il ne s'est pas trompé sur le destinataire, peut-être, il s'est simplement trompé sur celui qui tenait l'arme. Alors, je suis tout à fait conscient, puisque le temps arrive, là maintenant, nous sommes à 20 minutes, d'avoir brossé un tableau extrêmement rapide, et je vais attendre bien sûr vos questions, puisque nous avons un quart d'heure pour débattre. Quoi qu'il en soit, je me permets de vous envoyer cette diapositive pour vous dire que j'aurai l'occasion de débattre, alors dans un temps beaucoup plus large, le 2 décembre et le 10 mars, à Cahuzac-sur-Verne, pendant 3 heures. Alors, ça sera différent, on pourra aller bien au-delà des considérations. Mais j'espère vous avoir dit en tout cas l'essentiel de mes constats et de mes préoccupations. Je vous en remercie. Bien, si vous avez des réactions immédiates et envie et besoin de débattre autour de l'intervention du Dr Bernard Prady, levez la main, je vous passe le micro, si vous avez... Oui, parfait. Je voudrais juste... Vous m'entendez là? Je voudrais juste donner un exemple par rapport à Léon Schwarzenberg. Il est venu sur Albi, à l'école des infirmières, il y a une 40aine d'années. J'ai assisté bien sûr à sa conférence. Et il nous a donné un exemple, le seul exemple que je vais vous donner d'ailleurs. Il y avait une vieille dame, 80 et quelques années, qui perdait la vue et ne souhaitait plus vivre dans cette situation. Elle l'a harcelé jusqu'à ce qu'il lui donne des comprimés pour finir avec elle, finir sa vie, pardon. Et il lui avait simplement dit, vous me téléphonerez quand vous souhaitez prendre cette décision. Le temps a passé, elle ne téléphonait pas. Donc un jour, il s'est armé de courage, il a téléphoné, et une voix guillerette qui lui dit « Mais maintenant que je sais que je peux mettre fin à mes jours, je n'en ai pas envie. » Voilà. Bien, merci pour cette intervention. Les réactions, n'hésitez pas.
Il y a des choses qui peuvent agacer autour de ce qui se dit, puisque l'idée en tout cas de ce soir, ça va être de débattre au-delà de nos propres convictions. C'est-à-dire que dès que les uns et les autres admettent qu'il n'y a pas de vérité en soi sur cette thématique, alors on peut tous s'écouter. Ça ne veut pas dire qu'on doive s'entendre, mais qu'on puisse au moins s'écouter et qu'on puisse aussi débattre. C'est un débat de société, ne l'oublions pas. Oui. Je pense que les gens qui sont contre l'euthanasie sont des gens qui n'ont jamais été malades ou jamais eu d'un grand handicap. Je ne suis pas de cela, j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense quand même qu'il est dommage, bon, si j'arrivais à avoir un gros problème où je sais que je vais être handicapé à vie complètement à souffrir, ben je demandais comme on voit en Suisse. Et pourquoi en France on n'arrive pas à avoir une loi qui tienne la route? Je ne comprends pas. Parce que les gens qui aident, aux gens à mourir, ils se retrouvent des fois en prison. Alors ça, je ne comprends pas. Bon, merci de cette intervention. Elle nous met au cœur du sujet. Tout va bien. Ah. Ben, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je compléterai la question de la dame en demandant justement aux intervenants et membres de cette assemblée pourquoi en Hollande la légalisation de l'euthanasie a été faite en 1999, en Belgique en 2002, au Luxembourg en 2003, au Canada et dans de nombreux pays des États-Unis aussi, en Suisse c'est un suicide assisté, c'est pas l'euthanasie, et quels sont les blocages en France qui empêche le vote, puisque c'est un choix politique, qui empêche que cette loi soit votée et permettre à ceux qui le choisissent et qui l'expriment dans des directives anticipées d'avoir recours dans un cadre légalisé à l'euthanasie. Merci de vos réponses. Marche, celui-là aussi. Je pense, madame, qu'il y a effectivement beaucoup d'arguments pour, il y a beaucoup d'arguments contre, parce que c'est un débat de société très sensible qui dure depuis longtemps, que personnellement, dans mon exercice en tout cas, il ne s'agissait absolument pas d'un débat central, c'est-à-dire que je suis, pour être concret, je suis beaucoup plus préoccupé par en permanence que le bon gériatre, c'est celui qui ne dépense pas trop d'argent et pas forcément celui qui soigne bien ses malades. Que si vous voulez, cette évolution d'une société vers une espèce d'optimisation, de rentabilisation, à tout craint, dans tous les domaines de la vie, attention, nous avons vu déjà des pays développés, très développés, plus développés que la France, pour des circonstances historiques, basculer dans des attitudes, voilà, qui me semblent, moi, tout à fait dangereuses. Et elles étaient même plus que dangereuses. Elles sont débouchées, si vous voulez, sur des situations qu'on ne peut absolument pas accepter. Donc, encore une fois, tous les arguments sont recevables. Si vous me dites, par exemple, que pensez-vous de cette médecin polonaise qui, confrontée à la déportation de ces petits malades à l'hôpital de Varsovie, leur fait de la morphine à haute dose pour qu'ils ne vivent plus. Qu'est-ce que je peux vous répondre à ça, madame? Parce qu'il y a aussi des circonstances historiques dans lesquelles les choses surviennent. Vous voyez? Par contre, aujourd'hui, en France, avec notre niveau de développement des soins palliatifs, d'accompagnement, avec ce qu'il est possible de faire, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres sociaux et qu'on n'est pas obligé forcément de se déterminer sur toute chose en tout moment et que de toute façon il arrivera un moment, comme c'était l'immense majorité de mes patients, où il faudra passer la main à d'autres. Et que croire qu'on peut tout maîtriser jusqu'au bout, soi-même, dans des situations extrêmement complexes qui demandent beaucoup de négociations avec la personne, avec la famille, avec la pathologie qui se présente. Je pense que c'est dangereux. Voilà.
Mais ça n'invalide absolument pas vos arguments. Hein. Je n'ai pas la solution. Si vous me dites je vais en Suisse, par exemple, je n'ai pas la solution. Je ne vous dis pas c'est pas bien, c'est pas ça. Alors moi, si vous me le permettez, je voudrais revenir donc sur ces deux interventions dans le public. Pour reprendre, et vous me reprenez si je trahis votre pensée, l'idée c'est pourquoi, quels sont les blocages pour qu'en France nous ne puissions pas aboutir à une loi qui permette l'euthanasie. Alors je voudrais revenir sur cette question et je voudrais, en termes provoquants, la retourner en vous demandant est-ce qu'il faut réellement légiférer pour ça? Pourquoi faudrait-il légiférer? Je comprends l'idée, c'est-à-dire que je peux très bien imaginer que des personnes souhaiteraient avoir un droit à mourir dans la dignité. Aucun souci sur les gens qui vont vouloir soutenir cette idée. Moi, ce que je vous propose, sur le plan philosophique, de façon à ouvrir la discussion et la pensée, pour moi, je vous propose l'idée que ce n'est pas une façon d'être en retard par rapport à d'autres pays que de ne pas avoir dépénaliser l'euthanasie. L'idée, c'est que justement en France, nous avons un dispositif qui s'appelle la loi Leonetti, l'AS, et qui a progressé et qui aujourd'hui permet de dormir avant de mourir. Vouloir, alors c'est bien sûr le discours, je ne dis pas que j'ai raison et je ne cherche pas la polémique, simplement je voudrais ouvrir la discussion entre la possibilité de vouloir promouvoir une légifération sur la dépénalisation de l'euthanasie et la possibilité d'appliquer une loi qui ne l'est pas, c'est-à-dire la loi Leonetti-Claes qui ne l'est pas correctement. Et déjà, de travailler sur cette loi Leonetti-Claes qui permet d'expliquer, et même à l'intérieur des établissements de santé, aux soignants et aux médecins qui ne connaissent pas cette loi à 70%. D'entre eux, c'est énorme, hein. Déjà de travailler sur cette loi Leonetti-Claes qui permet justement de mourir avant, de dormir avant de mourir. Je vous la résume vraiment très rapidement. Mais c'est un dispositif qui ne va pas dans le sens de la dépénalisation de l'euthanasie. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution. Comme je suis capable de dire que vouloir légiférer n'est peut-être pas forcément la bonne solution. Mais c'est impossible. Aujourd'hui en France, on a multiplié ces possibles, on multiplie ces possibles. Et en cela, je trouve que nous ne sommes pas en retard. C'est là où je voulais en venir. Qui est-ce que j'ai agacé? Allons-y. Vous voulez réagir? Dormir avec la loi Leonetti, je trouve votre terme totalement inadéquat. Et le docteur Leonetti l'a dit sur France Info, la sédation profonde ne règle rien. La mort peut survenir entre quelques heures et jusqu'à plus de 10 jours. Ce sont les paroles mêmes du docteur Leonetti. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui ont eu des proches, qui ont bénéficié de cette sédation profonde, m'ont dit qu'elles avaient vu leurs proches souffrir. Alors, quand vous utilisez le terme dormir, ça me révulse, d'autant que j'ai vu la fin de vie de mon père, qui a bénéficié de la loi Leonetti, pas Claes Leonetti. Mais je peux vous dire que jamais, jamais à mon pire ennemi, je ne souhaiterais cette souffrance-là. Alors, je ne peux pas accepter votre terme. Par ailleurs, une légalisation qui vous semble dangereuse, justement, permet d'éviter tous les débordements. Il les contrôle dans les pays où l'euthanasie est légalisée, les contrôles sont là, et des contrôles très stricts. Et justement, cela permet vraiment de réaliser le vœu des personnes qui ont choisi et d'accompagner les autres de différentes manières. Qu'il y ait plusieurs manières de finir sa vie. Chacun a sa fin de vie. Le corps de chacun appartient à chacun. Et personne n'a le droit de décider de ma mort. Aucun corps médical, aucun juriste. Et par contre, j'ai besoin du corps médical, s'il le souhaite, de m'accompagner. Et j'ai besoin de la loi pour me permettre de le faire dans mon pays. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire.
Bon, chouette, il y a un fan club, c'est bien. Non, je veux simplement partager ce qu'il y a le plus d'humain, c'est-à-dire l'accompagnement de cette vie. Et si la personne le souhaite et l'a manifesté par écrit, je trouve que c'est le plus grand geste d'amour que l'on puisse faire. C'est sédation, hein, voilà, et ensuite figure l'état. D'ailleurs, il y a un livre que je recommande à tous. C'est un livre d'une personne qui, justement, qui est médecin en soins palliatifs depuis très nombreuses années. C'est Corinne Van Post. Moi, médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie? C'est un des ouvrages les plus beaux que j'ai lus, parce que justement, les plus humains. Et dans cet ouvrage, en plus, elle explique la loi belge, donc, et tous ses avantages. Voilà. Un petit mot simplement, vous êtes effectivement un très bon avocat de ces arguments, hein, qui sont, encore une fois, voilà, ils sont en débat dans notre société. Un petit détail simplement, vous avez dit médecin catholique, et c'est vrai que souvent le débat est ramené aux options philosophiques des médecins ou des soignants. Je voudrais simplement vous préciser que très souvent ça dépasse ce cadre-là. Et que pour ma part, en tout cas, je ne m'inscris pas du tout dans une philosophie religieuse. Voilà. Une question? Moi non plus, je suis athée. Mais j'ai partagé ce besoin d'humanité de cette femme médecin. Voilà. Ok. Une question? Donc moi j'ai une question concernant en effet la place de l'euthanasie face à une société qui met beaucoup en avant la prévention du suicide. Donc souvent on met en lien que le suicide, tel qu'il soit, c'est une altération psychologique d'un individu. Donc est-ce qu'on peut parler d'altération psychologique pour une personne une personne âgée qui réfléchit en effet au passage à l'euthanasie? Ce sont des situations alors, extrêmement variables. Hein. Il y a effectivement des situations dans lesquelles les personnes ne sont plus lucides. C'est-à-dire, on fait une distinction très grossière entre les personnes qui ne sont pas conscientes, c'est les comas, et les personnes qui ne sont pas lucides, ce sont par exemple des personnes qui sont avancées dans une maladie du type Alzheimer, et qui ne sont pas, qui ont des troubles du jugement très importants. Donc, effectivement, ça fait partie des cas de figure, si vous voulez, qui sont difficiles. Imaginez une personne qui laisserait des directives anticipées dans un cadre même légal, hein, dans ce sens-là, mais qui ne peut plus ensuite se prononcer. Je n'ai pas de réponse, sinon individuelle. Et, si vous voulez, chaque cas est particulier. Ça, c'est très important. Hein. Chaque cas est particulier. Ceci dit, je pense qu'il y a un mouvement général de notre société actuellement vers la détermination par l'individu et le respect de l'individu avec de très bons aspects, comme par exemple l'interdiction de la torture, du viol. Il y a toute une série d'avancées, Amnesty International, etc., qui témoignent si vous voulez, du respect de l'individu. Mais de là à ce que l'individu croit qu'il peut tout maîtriser et se déterminer jusqu'à la fin, y compris dans des situations, comme vous le soulignez, où il peut y avoir des troubles du jugement ou des altérations de la conscience, moi, ça me paraît, après l'avoir vécu, c'était sur le terrain, assez hallucinant. Vous voyez, parce que je crois qu'il faut savoir céder la main. Et personnellement, je serais content et je termine là-dessus sur une phrase, je serais très content de faire confiance à mes collègues, à mes amis, infirmiers, médecins, pour qu'ils sachent ce qu'il convient de faire au mieux à la fin de ma vie, avec moi et avec ma famille. C'est là. Oui, je les attends. Là, je veux avoir confiance dans la société. Pas moi, pas même moi, médecin. Non, je veux avoir confiance dans ceux qui vont m'empêcher d'avoir mal à la fin, même si je ne peux pas m'exprimer, d'être essoufflé, d'avoir divers problèmes que je peux présenter, ou même une souffrance psychique terrible. Je leur fais confiance. Tout le monde n'a pas des amis médecins pour faire confiance. On a eu des exemples à l'hôpital. Je suis contre la charge thérapeutique. Je pense qu'on est tous
reçu, et là on va pouvoir avoir un consensus rapide sur le contre l'acharnement thérapeutique, qui s'appelle aujourd'hui l'obstination déraisonnable. Alors, je vous propose donc une intervention avec un... Je crois que ça profite beaucoup à de gros laboratoires et il n'est pas question de dire que finalement des contre l'acharnement thérapeutique. Alors, je vais choquer certaines personnes parmi vous, et il y a quand même des choses que j'ai envie de vous dire. Dans le service dont je m'occupais, l'acharnement thérapeutique, c'était surtout ne pas accepter que la personne ne mange plus et ne boive plus. C'était pas une problématique médicale, c'était une problématique de la famille et de la pression que la famille faisait sur les soignants en particulier pour qu'on continue à donner manger, quitte à avoir des fausses routes. Alors je dis bien, c'était la généralité. Attendez, je n'ai pas dit que moi je ne peux pas m'être trompé à un moment donné, à l'avoir fait un peu trop ou pas assez. Parce qu'attention, l'abandon thérapeutique, c'est la pression, ça, l'abandon thérapeutique, hein, on est d'accord. Il est là, il n'est pas à l'acharnement, hein, il est à l'abandon, le problème actuellement. Hein, avec une société productiviste qui voit le profit toujours, qui flingue les services publics. On est d'accord. Voilà. Mais voilà ce que j'ai vécu. Alors, ce sont des choses évidemment un peu difficiles à dire, parce que maman, si elle ne m'avait pas donné à manger quand j'étais petit, je serais mort. Et là maintenant, c'est inadmissible. Je ne peux pas ne pas lui donner à manger, je ne peux pas ne pas lui donner à boire. Bon. Et oui, madame. Alors, je vous propose juste de recharger les mitraillettes le temps que je fasse mon intervention et on rediscute de suite après. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est un regard philosophique. Peut-être que ça marche comme ça si je parle. Vous m'entendez? Tout va bien? Allez, super. Et là, j'appuie là pour faire avancer. Magnifique. Donc, encore une fois, moi, j'ai l'habitude de commencer toutes mes interventions en disant que tout ce que je dis, dans tout ce que je dis, il n'y a rien n'est vrai. Mais vraiment, hein, il n'y a aucune vérité en soi. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter, c'est à partir d'idées philosophiques, celles que j'ai construites et que je me suis appropriées et que je vous propose en termes de débat et non pas en termes de recettes ni en termes de vérité en soi. Donc, tout ce que je vais vous dire est sujet, bien sûr, à débat. Je vous fais remarquer le petit papillon, hein, j'ai fait une intervention cet après-midi, c'est un papillon qui m'a pris 2 heures de temps à intégrer dans mon PowerPoint, donc j'espère que tout le monde l'a intégré. Alors, j'ai la chance d'avoir un atelier ici à l'Université populaire, et cette année nous travaillons sur l'idée de bonheur. Et je sais que certains de l'assistance font partie de cet atelier, je les remercie d'être là ce soir aussi. À la dernière séance, nous avons étudié la lettre à Ménécée. C'est une lettre d'Épicure à un de ses disciples, Ménécée. C'est dans cette lettre que Épicure va faire la déclinaison de son quadruple remède, c'est-à-dire la recette du bonheur, ce qu'il appelle le tétrapharmacone. La première idée, c'est il n'y a rien à craindre des dieux. Ils n'interviennent pas dans la vie humaine. Ça, c'est le premier remède, donc on ne doit pas les craindre. Il n'y a rien à craindre de la mort, dit-il. Elle est une privation de sensibilité et c'est donc une crainte sans objet, puisque quand elle est là, nous n'y sommes plus. On peut supporter la douleur, dit-il. Ça, il faut une petite explication. Parce que quand Épicure dit il faut supporter, on peut supporter la douleur, voire même on doit supporter la douleur si elle nous amène à un plaisir plus grand derrière. Par exemple, pour que ça ait du sens, il faut que on puisse... Je vais vous raconter un peu ma vie. Je suis en train de faire un régime amaigrissant. C'est une petite douleur pour moi, vous voyez, quelquefois grande. L'idée étant que cette douleur, eh bien, je doive la supporter et que je puisse la supporter pour qu'elle puisse me faire accéder à un plaisir plus grand, c'est d'être beau, jeune, musclé. Donc là, cette douleur doit et peut être supportée. Je m'y emploie, non sans difficulté. Et le quatrième, c'est qu'on peut atteindre le bonheur. Il consiste pour le corps à ne pas souffrir et pour l'âme à être sans trouble.
Ce dernier remède est vraiment très intéressant puisqu'il nous prône l'aponia et l'ataraxia, deux mots en grec qui nous disent la non-souffrance du corps et la non-souffrance de l'âme. Dans cette lettre à Ménécée, Épicure est d'une puissance rare parce qu'elle va nous faire d'abord l'introduction à tout mon discours qui suit, mais parce que je pense qu'il y a une vraie sagesse à penser la douleur, à penser la mort, à penser la spiritualité et à penser le bonheur en soi. Donc, Épicure n'est pas dans la démesure pour ceux qui m'ont déjà entendu à ce propos. Épicure est un sage, voire un ascète, hein, c'est-à-dire qu'il dit que finalement, il faut se préserver sur le minimum vital et savoir prendre conscience de ce qui est bon. Par exemple, il dit jeûner pendant 2 jours, un jour ou un jour et demi ou 2 jours. À la fin du jeûne, rapprochez-vous d'une miche de pain frais et d'un verre d'eau fraîche. Vous verrez que cette miche de pain frais renferme toutes les saveurs du monde et que cette verre d'eau fraîche est la source qui peut désaltérer l'humanité. Et nous savons tous ce que c'est quand on a fait un gros effort et qu'on a soif et qu'on n'a pas d'eau disponible. Le premier verre d'eau fraîche que nous buvons, il nous dit le plaisir est là. Il commence à la fin de la douleur, le plaisir, et il y finit. C'est-à-dire que le plaisir n'est pas démesuré selon Épicure. Il est juste ciblé en sortant de la douleur. Dès que vous sortez de la douleur, Épicure dit, vous avez droit au plaisir, et ce plaisir, c'est le bonheur, si vous savez le caler à ce moment-là aussi. Donc, le bonheur commence et finit juste après la douleur. Très intéressant comme concept. Alors, bien sûr, les philosophes se sont tous penchés sur cette idée de la mort. Épicure, lui, commence sa lettre à Ménécée en disant, quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt, ni trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Or, celui qui dit que l'heure de philosophie n'est pas encore arrivée, où est passé pour lui, eh bien, ressemble à l'homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui, ou qu'elle n'est plus. Dans cette pensée, vous allez voir qu'il est très intéressant et puis on va voir que Montaigne nous dit que philosopher c'est apprendre à mourir, et que si philosopher, eh bien, c'est apprendre à mourir c'est apprendre à bien vivre, vivre bien c'est mourir sans trop de regrets, et que peut-être bien mourir, est-ce cela? Philosopher, c'est apprendre à mourir, nous dit Michel de Montaigne. Il est incertain où la mort nous attend. Ça, là-dessus, on apprend en vieillissant qu'effectivement, autour de nous, il est tout à fait incertain de l'endroit où la mort nous attend. Attendons-la partout, nous dit Montaigne. Il nous dit dans un écrit aussi, dans ses essais, il nous dit « Apprenons à nos enfants à tenir la main de la mort le plus tôt possible ». Alors que dans notre société, on a tendance à cacher la mort à nos enfants, pour ne pas leur faire trop de peine. Alors que dans l'idée, c'est justement de se l'approprier, d'en prendre conscience, de réfléchir dessus, pour peut-être l'aborder mieux quand elle arrivera. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté, nous dit-il, qui a appris à mourir, a désappris à servir. Cette idée-là est une idée force. Cet après-midi, j'étais dans une magnifique maison qui est à Césure, à Gaillac. C'est une maison de répit pour personnes psychiques. Est-ce que la définition est rapide et correctement? Oui, à peu près, dit-on, à peu près. En tout cas, l'idée de répit est très intéressante. Et nous avons travaillé le concept de fragilité et de vulnérabilité. Il est important de ne pas mal nommer les choses, nous disait Camus, car mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Entre fragilité et vulnérabilité, pour faire très vite, la fragilité est un vocabulaire qui est dédié à l'objet, à la matière inerte. Parce que la définition de la fragilité, c'est la susceptibilité ou la disposition à être cassée, à être brisée. Vous allez voir que mon discours va s'organiser autour de la personne âgée, de la fin de vie et du vieillissement. On pourrait aborder l'euthanasie dans tellement d'autres domaines, dans la maladie, bien sûr, et dans tout ce qui a trait à la tentation de l'euthanasie ou de finir de vivre pour cesser de souffrir. Donc fragilité, disposition à être brisé, ça c'est pour les objets. La vulnérabilité, c'est la disposition à être blessé. Le fait de dédier la vulnérabilité au vivant et de ne pas confondre fragilité et vulnérabilité
nous oblige moralement à ne pas penser une personne fragile. Car si on pense une personne fragile, on aura tendance à la réifier, à l'objetiser, à lui donner un statut d'objet plutôt que de sujet. Et donc de penser que si cette personne est fragile, elle peut se briser, elle peut se casser, et que peut-être on ne lui donne pas toutes les chances d'être prise en soin si on l'a pensée vulnérable. À ce moment-là, si on l'a pensée vulnérable, nous avons toute la capacité de la penser susceptible d'être blessée, et donc d'être accompagnée et prise en soin. Par exemple, cette image, c'est une performance d'acteur, d'un artiste dans un musée où il a planté toute la journée un poil avec des rubans adhésifs et marqué fragile dessus. Mais ça ne fonctionne pas, parce que lui-même, lui, n'est pas fragile. Et même si dans le langage courant, on a tendance à dire cette personne, elle est fragile avec tout ce qui lui est arrivé, eh bien, elle est fragile, ça veut dire que déjà, on lui a, même de façon inconsciente et de façon involontaire, on lui a subtilisé, on ne lui accorde pas forcément la possibilité d'être prise en soin. Aujourd'hui, le gouvernement ne nous aide pas, parce qu'il nous fait réfléchir sur le dépistage du syndrome de fragilité sur les personnes âgées. Ça ne nous aide pas, parce qu'on va penser, quelque part, la personne âgée comme un objet capable de se briser. Dans ce sens-là, nous avons un vrai travail à faire pour revenir sur du vivant et de la vulnérabilité capable d'être prise en soin et accompagnée. Juridiquement, les personnes vulnérables sont très bien identifiées. Juridiquement, les personnes vulnérables sont les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes enceintes. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, on m'a dit les mineurs. À ses yeux, ça s'appelle. Juridiquement, le concept de vulnérabilité est calé, alors que dans le langage courant, et le gouvernement aujourd'hui en médecine, nous oblige à penser la personne âgée comme fragile. Ça me gêne un petit peu. Fragile, c'est un pot qui se casse. Quand on déménage sur les cartons, le logo de fragilité, vous savez, c'est un verre qui se casse, c'est un objet. Jamais on pourra imaginer un bonhomme qui se casse pour parler de la fragilité. Une façon d'imaginer que le cœur est un pot qui se casse et qui ne pourra pas se réparer. Vous aurez très bien compris que dans cette image, bien sûr, la coquille de l'œuf, elle est magnifique, et que le poussin, lui, il est génial. On a réussi à conceptualiser rapidement la fragilité et la vulnérabilité. Conceptualisons, continuons à conceptualiser le vieux et le vieillard. Nous avons des mots dans cette belle langue de Molière qui veulent dire des choses différentes. Le vieux, je vais faire le vieux et le vieillard, je vais faire le parallèle avec le pilleur et le pillard. En fait, entre le vieux et le vieillard, et le pilleur et le pillard, il y a une passerelle qui est celle de l'opportunité. Le vieux et le pilleur, eh bien, ce sont des opportunistes. Ils sont capables de prendre l'opportunité pour le pilleur de piller. Par exemple, après l'ouragan à Saint-Martin, l'île de Saint-Martin, il y a eu des pilleurs, parce que l'ouragan ayant tout cassé, même des magasins, il y avait des trucs à récupérer. Et donc, il y a plein de gens qui se sont jetés autour pour voir s'ils ne pouvaient pas récupérer des trucs intéressants. Ça, ce sont des pilleurs, ils sont opportunistes. Ils saisissent l'opportunité de l'ouragan pour piller. À côté de ça, il y a des pillards qui en font leur métier et qui s'enferment dans une façon anthropique dans le pillage. Ils font du pillage leur métier. Vous allez me dire quelle est la relation avec le vieillard. Le vieillard, c'est que lui ne pense plus l'opportunité possible. Autant le vieux va être capable de saisir son vieillissement comme une opportunité, autant le vieillard ne peut plus saisir ce vieillissement en termes d'opportunité. J'ai essayé de récupérer quelques magnifiques peintures, et surtout autour de Rembrandt, qui a peint magnifiquement des portraits de personnes âgées. Il les a peintes de plusieurs façons. Là, on voit des peintures de vieux, telles que je vous le présente ce soir, c'est-à-dire des personnes âgées qui sont opportunistes et qui font de la vieillesse. Alors c'est souvent peint autour de la connaissance, autour de la transmission. On voit des professeurs, des méditants, des religieux ou des scientifiques, des penseurs, des philosophes. En vieillissant, c'est pour ça que j'ai choisi philosophie, moi, parce que ça se bonifie en vieillissant, vous voyez. Donc c'est une opportunité de vieillir correctement. Il a peint aussi le vieillissement, où on voit bien le vieillard et l'entropie du vieillard, c'est-à-dire l'effondrement de la personne âgée sur elle-même, dans le sens où tous les possibles disparaissent.
Le temps l'a débordé, son regard perd la cible du projet, aucune projection n'est possible pour elle, les sources de joie se tarissent peu à peu, et on voit des regards qui se perdent dans le vide. Celle du milieu n'est pas de Rembrandt, elle est de Dali, qui s'appelle Le vieillard crépusculaire. Dans ces dernières photos, on voit la perte de l'opportunité que celui qui est dans une situation pourrait saisir ou ne peut plus saisir. Le vieillard, lui, les sources de joie sont taries avec la disparition des possibles. C'est quand il y a une disparition des possibles que nous cherchons des solutions aux non-solutions. En tout cas, le vieillard se perd dans sa propre solitude et peut s'égarer. Et plus que s'égarer, parce que quand on s'égare, on peut se retrouver. Mais quand on se perd, on a quelquefois du mal à se retrouver. Le vieillard, c'est quand il n'y a plus d'opportunité et qu'il cuisine son vieillissement uniquement dans la non-possibilité d'opportunité. J'ai pris exactement le vieillissement et le choix de discuter de ça avec l'euthanasie à côté d'un spécialiste gériatre qui ne manquera pas de me fustiger si je dis des bêtises. Ensuite, la mythologie, bien sûr, en philosophie, c'est important pour donner du sens aussi, parce que le temps dans la maladie, le temps dans la vie, le temps dans le vieillissement, le temps est un concept qui est dévorant. Et dans la mythologie, dans les premiers dieux, après Ouranos et Gaïa, c'est-à-dire le ciel et la terre, quand ils se sont accouplés, ils ont fait plusieurs enfants, et notamment un qui s'appelait Chronos. Chronos qui dévorait ses fils, parce que lui-même il avait eu une mauvaise prédiction de la part de sa mère, Gaïa, qui lui disait qu'un de ses fils le détrônerait pour régner sur le royaume des dieux. Et donc, pour ne pas être détrôné, chaque fois qu'il avait un fils qui arrivait, il le dévorait. C'est une solution comme une autre. Donc, malgré tout ça, le plus jeune de ses fils réussit finalement à le détrôner. Il s'appelait Zeus, et à partir de lui, la mythologie s'est enclenchée et il a fait renaître tous ses frères et sœurs pour leur permettre aussi de régner sur plusieurs royaumes. Le temps qui dévore nous projette évidemment dans la peur de ce que peut être une vie, dans ce que peut être une maladie, dans ce que peut être un vieillissement. L'euthanasie, est-ce que c'est un remède ou un poison? Donc, j'ouvre la question. L'euthanasie, si on la pense comme un remède, ça n'est pas la même façon que de la penser comme un poison. Les Grecs, là-dessus, ils ont un concept magnifique qui s'appelle le pharmakon. C'est un de mes trucs préférés, je le fous à toutes les sauces parce que là, ça fonctionne aussi plein pot. Donc, qu'est-ce que c'est le pharmakon? Le pharmakon est un double principe qui contient une chose et son contraire. C'est traduit en français par le médicament, ça a donné pharmacie. Dans ce médicament, si vous l'utilisez sur le bon patient, sur la bonne pathologie, à la bonne dose et au bon moment, il y a de grandes chances que ce médicament soit un remède. Par contre, si vous l'utilisez pas sur le bon patient, pas sur la bonne maladie, pas à la bonne dose et pas au bon moment, il y a de grandes chances que ce médicament devienne un poison. Or, dans la constitution de ce médicament, il n'y a rien de différent dans la première histoire que dans la seconde. Il peut être un remède ou un poison. Tout dépend de celui qui va s'en servir. L'euthanasie, est-ce que c'est un remède ou est-ce que c'est un poison? La question est ouverte. En tout cas, l'idée de penser l'euthanasie comme un remède et un poison me semble intéressante. Ou plutôt, comme Paul Ricoeur le souhaitait, ni comme un remède, ni comme un poison. En tout cas, la dialectique qui a déjà commencé tout à l'heure dans les questions-réponses, de se dire l'euthanasie est une bonne chose, ou d'autres qui vont dire non, c'est une mauvaise chose, celle que je vous propose, moi, c'est de la penser à la fois comme un remède et comme un poison, ou ni comme un remède, ni comme un poison, de façon à pouvoir entendre les thèses des uns et des autres. Les Grecs, encore eux, ont mis en place une philosophie par Hippocrate qui est essentielle dans l'accompagnement de fin de vie ou l'accompagnement de la maladie, et qui me semble être en plus très en lien avec ce qu'Épicure nous propose. Un peu de grec avant d'aller se coucher, ça fait un bien fou. Allons-y. Askein, perita nausemata, duo, ophéléin, aimé, blactéin. Traduction.
Askein, quand on s'interroge, péri autour, ta nausemata, de la maladie. Quand on s'interroge autour de la maladie. Il faut avoir en tête deux choses, nous dit Hippocrate, duo, ophéléine, soulager, aimer blaptéine et ne pas porter atteinte. On a juste traduit ce truc de façon insuffisante, et c'est Galien qui l'a traduit en latin par le primum non nocere. C'est le principe de non-malfaisance que nous avons acquis dans le primum non nocere, mais qui est insuffisant en latin. Ça veut dire en premier ne pas nuire. Mais il n'y a pas que ça. Hippocrate avait dit en premier soulager. Soulager, soulager, soulager. Soulager le corps, soulager l'âme. C'est ça que nous dit Hippocrate, c'est ça que nous dit Épicure. C'est la philosophie qui dit que le soulagement permet le plaisir, que le plaisir permet le bonheur. Et que si à chaque fois que nous avons à accompagner quelqu'un dans le vieillissement, dans la maladie, chaque fois qu'on va s'appliquer à le soulager, et je reprends les histoires que vous avez racontées sur votre père, je peux vous raconter celle du mien aussi en fin de vie. La bataille et le combat ne fait que commencer contre la douleur. Nous sommes très en retard là-dessus, oui. Parce qu'on voit encore des souffrances en fin de vie, oui. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est un vrai combat. Je ne dis pas que le reste n'en est pas un. Ça, c'est un vrai combat sur lequel je veux m'engager en tant que soignant et en tant qu'humain et en tant que citoyen dans notre société. Combattre la douleur. On est au XXIe siècle, on voit des gens souffrir en fin de vie. Assez. C'est assez. Même sous morphine, je suis assez d'accord. Et même sous tranquillisant. Oui, 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 je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est un vrai combat qui n'est pas fini d'être mené. Donc, quand on s'interroge autour de la maladie, en premier, toujours avoir deux choses en tête. La première, soulager. La seconde, ne pas porter atteinte et ne pas nuire. Le poison, ce serait de confondre le remède et le poison. On voit beaucoup de soignants qui ont été mis en examen, qui par compassion ont pratiqué l'euthanasie sur des patients. Et la pratique de cette euthanasie sur des patients est le fait d'une pensée solipsiste, c'est-à-dire que c'est un individu, un infirmier, un médecin qui a pensé seul que l'euthanasie était une bonne chose pour la personne dont il s'occupait. Ils vont tous dire que c'est par compassion. Je ne critique pas leur pensée, si ce n'est que ce que je critique, c'est le fait de penser seul. Et là, il s'expose à ériger une pensée en vérité, et en cela, c'est une erreur. Il faut le penser ensemble. C'est une société qui doit penser cela. Confondre un acte de soin et un acte délétère. C'est-à-dire que, et c'est la posture que j'ai personnellement, qui n'est pas une vérité en soi, mais celle en laquelle je crois et que je promeus. Confondre un acte de soin et un acte délétère, ça c'est confondre le remède et le poison. Confondre ses propres angoisses avec le mal d'autrui aussi, ça c'est le poison. Combien de fois sur des patients qui sont en fin de vie, qui ne souffrent pas forcément, mais par contre la famille autour qui souffre beaucoup et qui est très angoissée par rapport à cette fin de vie qui n'en finit pas. Quelquefois il y a des fins de vie qui traînent les pieds, sans pour autant qu'il y ait de la douleur et de la souffrance. Mais il y a de la souffrance dans l'accompagnement de cette mort. Eh bien, les maisons de répit, pour ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont faites justement aussi pour aider les aidants. Parce que aider un aidant est important autant que s'occuper de celui qui finit sa vie. Permettre l'interdit culturel, parce qu'aujourd'hui c'est un interdit culturel, vous savez, il y a 3 interdits fondamentaux dans nos sociétés, qui sont le cannibalisme, ça on va dire qu'on l'a pratiquement réglé, ça va, tout va bien. Quelquefois, des petites histoires comme ça, c'est assez rare. Le deuxième c'est l'inceste, alors ça, on va être tous d'accord là-dessus, et c'est aussi culturellement réglé, à part que dans les actes, on voit qu'il y a encore un nombre d'incestes qui est faramineux. Et le meurtre. Le meurtre, ça, c'est loin d'être réglé. Parce que le meurtre dans notre société n'est pas calé. Parce que quand on pense l'euthanasie, on pense ce meurtre-là, parce que c'est un meurtre, c'est pas un gros mot le meurtre, hein, c'est juste le fait de tuer une personne. Eh bien, le meurtre, aujourd'hui, culturellement,
C'est un tabou sociétal et culturel, mais que nous transgressons encore de façon légitime. Alors dans certaines sociétés, en légalisant l'euthanasie, c'est une forme de meurtre légalisé. Dans la guerre, un soldat a le droit de tuer. Je vous laisserai la parole, n'hésitez pas, on pourra débattre là-dessus. Dans un contexte de guerre, le soldat ou le flic a le droit de tuer, c'est une exception au meurtre aussi. On voit bien que dans ce concept-là, qui est un tabou fondamental sociétal, on n'a pas réglé l'affaire, on ne l'a pas totalement conceptualisé. Donc, donner la mort en termes de soins, dans ma tête aujourd'hui, je dis dans ma tête, ça n'est pas acceptable parce que je suis soignant et parce que je crois que soulager est un premier combat à faire, à diffuser et à construire en société. Si on réussit cette bataille contre la douleur, si on réussit la bataille de penser la mort en société, on pourra mieux comprendre et mieux avancer par rapport à cette mort qui nous fait beaucoup de mal à tous. Le remède, c'est chercher le souci d'autrui, avoir le souci de l'autre, chercher le soulagement et le repos en première intention, habiter le présent ensemble, ici et maintenant, avec et pour autrui, et j'ai terminé, habiter le présent ensemble, ici et maintenant, avec et pour autrui, être au présent, efficace en tant qu'aidant, quand on est aidant, en tant que soignant, quand on est soignant, en tant que citoyen, quand on est citoyen. Le remède, c'est promouvoir un apaisement partagé. Je crois qu'en société, cet apaisement, nous le commençons et nous y participons ce soir, en débattant, en n'étant pas d'accord, on s'en fout de ne pas être d'accord, c'est pas ça. L'important, c'est surtout de ne pas tenter d'avoir raison. Encore une fois, je dis que tout ce que je dis, moi, il n'y a aucune vérité dans ce que je dis. Si en face, vous me dites, c'est peut-être pas une vérité, là, on va pouvoir débattre, on va pouvoir se libérer et pouvoir réfléchir ensemble autour de ces concepts-là. Penser ensemble les accompagnements, sortir de la douleur encore et encore et encore, sortir de la douleur, promouvoir les moments de grâce, et je finirai par ceci. C'est le cantique de Jean Racine, que vous connaissez sûrement, et qui dit ceci: hélas, en guerre contre moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et je n'accomplis jamais. Je veux et, ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord. En domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais cet esclave volontaire de cet esclave de l'amour. Nous sommes, je crois, esclaves de nos peurs, esclaves de nos connaissances, esclaves de notre société, si nous essayons de promouvoir aujourd'hui le débat et construire ensemble, non pas des vérités en soi, mais en tout cas des idées d'humanité, là notre société se grandira, quelle qu'en soit l'issue. Et je n'ai pas de vérité en disant qu'une solution sera meilleure que l'autre. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et on avance. La plume bouge aussi, ça m'a coûté un bras. Moi, j'ai pas envie d'être esclave. Qui a envie? Moi, je ne peux pas être esclave. Mais qui a envie? Pose-toi la question, Christian a fait une conférence avec Pacifique, pourquoi il y a tant de suicides de personnes au Soudan qui sont très malades? Alors, c'est de l'euthanasie, ça ou quoi? Non, le suicide n'est pas de l'euthanasie. Oui, mais les gens, ils en arrivent à ça. C'est une dame qui s'est jetée dans le temps il y a longtemps parce qu'elle pouvait un peu. Oui, le suicide, c'est une liberté. Oui. C'est une liberté. Je veux dire, c'est pas interdit de se suicider. C'est pas... Il ne sera pas puni par la loi. Ah, ça y est. Allons-y, je viens avec les micros. Celui qui veut mourir dans la dignité veut être entouré, ne veut pas mourir seul. C'est suicidant. Comment vous pouvez ne pas rebondir là-dessus? Ah, si vous voulez que je rebondisse, je vais rebondir. Hein, ça, il suffit de me le demander. Alors, pour la dignité, là, vous me tendez une perche et ne me regardez pas avec ce regard méchant parce que je ne le suis pas. Et donc, moi, je vous assure qu'on aura sûrement plaisir à débattre avec ça.
Ce que je vous propose, c'est que la dignité, en tout cas moi les professeurs que j'ai eus à la faculté m'ont appris ça, c'est qu'il y avait deux formes de dignité. Une dignité posturale. La dignité posturale, c'est celle que je peux perdre en un claquement de doigts ou en un claquement de vaisseau cérébral et que je vais me retrouver grabataire. On peut trouver ça dans une forme de handicap, de paraplégie, de tétraplégie. Ma posture va changer et je ne vais pas la supporter. Et je ne vais pas pouvoir donner de sens à ma vie dans cet état-là. C'est possible, ça. Si je cantonne toute ma dignité dans la dignité posturale, alors la dignité en soi va s'envoler dès le moment où je ne supporterai plus de me voir dans cet état-là. Mais la dignité ne se cantonne pas que dans la dignité posturale. Il y a une dignité intrinsèque, nous dit Éric Fiat, qui est inaliénable. Et cette dignité, dans quelque position que nous ayons, dans quelque maladie que nous ayons, dans quelque âge que nous ayons, eh bien cette dignité, personne ne peut nous l'enlever. Par contre, il incombe à la société de la voir en chacun de nous et de tout faire pour tenter de la restituer à chacun. Allez, vous voulez m'engueuler, allez-y. Moi j'ai voulu appuyer ce que disait la dame, dire que je ne pensais pas ce qu'elle disait. D'accord. Une personne qui est amenée à se suicider par la souffrance, à même taire à ses proches sa volonté d'en finir, je trouve ça terrible. Donc je pense que la société doit apporter des solutions et elle ne les apporte pas actuellement. Vous pensez que, effectivement, de légiférer sur l'euthanasie, ça permettrait à ces personnes de ne pas se suicider? C'est ça? Ou est-ce que je trahis votre pensée? C'est ça? Vous savez pas. Moi, ce que je dis, c'est que le suicide n'est pas interdit. Ben oui, je ne peux pas dire, moi, si... Oui, tenez. Je ne veux pas trahir, mais ça me fait corriger l'idée du monsieur, c'est que pense que les personnes qui décident de se suicider ont l'impression de le faire contre leurs proches, quand ils ne sont pas appuyés par leurs proches, par leur entourage, pour faire ça, quoi. Donc ils ont l'impression de le faire seul, pas accompagné, et pas avec l'assentiment des autres. Je partage bien. Mais je crois que c'est là que le monsieur nous a dit. Ok. Si je viens, je vais passer par là. En fait, je ne veux pas non plus, je reviens vers vous après la dame qui a commandé. Donc ce que je veux me dire, c'est que si je comprends bien, vous pensez que si on légalisait l'euthanasie, il y aurait moins de suicides. Est-ce que je me trompe? C'est pas ça que je dis. C'est que si on légalisait l'euthanasie, ça permet. Qui c'est qui a demandé? Bon, enfin, je sais. Il me semble que je suis du même avis que la personne qui a donné la première intervention. Il me semble que moi, ça m'apaiserait de savoir que je peux mourir, on me donne la possibilité de mourir au moment où j'aurai cette liberté, au moment de pouvoir choisir, de décider du moment où je peux pas arrêter. Ça mérite d'être clair. Et là-dessus, effectivement, je vois des acquiescements. C'est-à-dire que si vous pouvez choisir, alors avant vous, je vais donner au monsieur qui l'a demandé. Oui, merci. Vous avez fait un développement philosophique sur la culture que j'ai bien aimé avec le décafabacum, mais l'écriture était un passage et puis effectivement il faut le replacer dans une époque où l'acharnement thérapeutique était peut-être difficile à faire. À ce moment-là, on apportait les soins qu'on pouvait, mais il n'y avait pas des acharnements qu'on peut connaître aujourd'hui. La sagesse d'Épicure, moi je la connais par une dernière lettre qu'il a écrite à Épidomée en disant ceci: je t'écris en ce jour, je t'écris en ce jour bienheureux de ma vie qui est pourtant le dernier. Les coliques néphrétiques et les dysenteries me font énormément souffrir.
Mais tout ceci est compensé par le plaisir que j'ai des souvenirs passés, enfin, etc. Donc, la sagesse d'Épicure, effectivement. Mais Épicure, finalement, de même que Hippocrate, était dans une situation où à ce moment-là, il n'y avait pas tous ces tuyaux branchés, toute cette survie qu'on essaye de donner, qui fait peur quand même à pas mal de personnes. Pour ma part, j'ai connu un accompagnement comme ça de personnes qui effectivement ne veulent plus vivre, mais on peut ne plus vouloir vivre, même pas à cause d'une vieillesse, mais à cause du fait que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, d'après la personne. Et là, on peut faire tous les raisonnements que l'on veut. On peut essayer de faire tout ce que l'on veut, on peut raconter tout ce que l'on veut, ça tombe à plat. Si la personne vous dit, moi, ma vie maintenant, elle ne m'intéresse pas, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et je ne veux plus continuer comme ça, eh bien là, on a le poids de ce qui se passe. Et là, on voit ce que c'est. Et après, c'est facile là, de faire des choses théâtrales. Mais le sujet, il est sérieux, il est profond. Et là, on se dit quand même que est-ce que l'on peut aller à l'encontre de quelqu'un qui demande, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'a pas le libre choix? On peut le dire peut-être quand c'est simplement un passage de quelqu'un qui déprime momentanément, mais quelqu'un qui est solide, qui montre que dans sa vie, fait des choses avec une certaine consistance, avec une certaine solidité, et c'est cette personne qui sait où elle va, et qui à un certain moment dit maintenant non, je refuse, je ne veux plus. Mais la société ne me le permet pas. Et je ne veux plus être soigné. Je ne veux plus être dans les soins palliatifs. Enfin, je veux bien être dans les soins palliatifs à la maison. Parce que je n'ai qu'une trouille, c'est que si je suis hospitalisé, surtout si je tombe malade, si j'ai un problème, qu'on n'appelle pas le médecin, qu'on ne m'hospitalise pas, parce que c'est terrible, je sais ce qui m'attend. Je veux finir dignement. Vous avez raison, c'est que dans le syndrome de glissement qui maintenant est en train de disparaître, le vocabulaire, qui est remplacé plutôt par la fin de vie, on distingue en gros trois grandes avenues. Ce sont des personnes qui ont des problématiques organiques, ou des problèmes psychopathologiques, si vous voulez, ou ce que vous appelez, c'est-à-dire de l'adaptatif. Sachant que, je peux vous dire par expérience que c'est très difficile de faire la part des choses. Simplement ce que je veux vous dire par rapport à votre intervention, qui est évidemment tout à fait justifiée, qui repose sur une réalité indiscutable. Je pense qu'il faut faire quand même très attention à toutes ces personnes âgées qui estiment qu'elles sont à charge pour leur famille et pour la société. Pour la société, je dépense trop, je fais trop dépenser, maintenant je touche ma retraite et on me fait remarquer que c'est déjà beaucoup, d'ailleurs on va me la diminuer. Et puis aussi, quand je vais consommer des soins, on n'arrête pas de me dire qu'il y a le truc de la sécu, etc. Et ces gens-là, je suis à charge pour ma famille parce qu'on se retourne vers la famille pour payer la maison de retraite, vers les petits-enfants parfois, avec obligation alimentaire, et ils finissent par penser, parce que nous ne sommes pas seuls à penser dans la société. Nous sommes des êtres sociaux. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, moi, de la Grèce, mais je crois que dès la Grèce, on avait compris que nous sommes des animaux politiques, c'est-à-dire dans le sens police de la cité. Et donc ces gens-là vont coller à ce discours aussi facilement. Donc attention, attention, je comprends tout à fait une optique individuelle de vouloir s'auto-déterminer, de l'autonomie dans le sens grec du terme, pour soi-même nomos, faire sa propre loi, tout ça est bien logique et bien dans l'évolution de l'individualisme de notre société, et c'est en partie, à mon avis, une bonne chose. On sait que parfois ça confine à l'égoïsme, bien, et la frontière donc elle existe. Mais attention, parce qu'il y a une réalité sensible qui est celle-là, et monsieur, j'ai le sentiment de l'avoir touché, ce qui n'est pas un argument tout à fait recevable, j'aime bien. Tu as dit que nous étions des animaux. On a été demandé par ici, ensuite on pourra continuer. Bonsoir, je vous remercie pour ces interventions. J'ai été très heureuse d'entendre de la part d'un médecin qu'on avait cette tendance à vouloir tout contrôler, c'est vrai.
et de la part du philosophe que nous sommes esclaves de nos peurs et de la société, c'est vrai qu'on veut tout contrôler. On voudrait même contrôler sa mort. J'entendais cette dame dire, je crois, madame, vous avez dit, on a le droit de décider de mourir. De savoir que vous avez la possibilité de mourir. Alors je vous rassure, on va tous mourir. C'est déjà le cas. Est-ce qu'une loi doit se rajouter? On va tous mourir. Est-ce que le problème, il n'est pas là? Est-ce que l'être humain n'aurait pas un problème aujourd'hui avec sa finitude? Est-ce que l'être humain n'aurait pas un problème aujourd'hui avec sa vie? Je crois que plus on est vivant, moins on a peur de mourir. Plus on est dans la peur, plus on est dans l'angoisse, plus on est dans le contrôle, on n'envisage pas très très bien notre fin de vie. Et je voudrais rajouter aussi une chose pour peut-être rassurer le monsieur, si j'ai bien compris son intervention. Je suis aumônier à l'hôpital, je suis auprès des personnes qui meurent, je suis confrontée à ça, je dirais, quotidiennement. Je suis aussi auprès du personnel soignant. J'ai pas vu d'acharnement thérapeutique. Je vois des soignants qui font ce qu'ils peuvent pour aider les personnes en fin de vie, qui font ce qu'ils peuvent pour aider les familles. Et je vois aussi un cheminement, le cheminement des familles qui se fait, parce qu'il faut du temps pour vivre, mais il faut aussi du temps pour mourir. Et le personnel soignant fait, je trouve, beaucoup pour soulager la douleur et pour permettre à chacun de cheminer. Je crois aussi que c'est important de réaliser que nous sommes tous des êtres en devenir. Ce que vous dites là ce soir sur la manière dont vous voudriez mourir, dans un mois on en reparle. Nous sommes tous en devenir. Tous. J'ai entendu une femme, j'étais aux côtés d'une femme qui voulait mourir. Et puis 2 semaines plus tard, sa fille était enceinte. Ah ben c'est marrant, elle n'avait plus du tout envie de mourir. Tout d'un coup, la vie n'était plus la même. Quand vous dites, monsieur, quand quelqu'un en a marre de la vie, il faut le respecter. Avant de respecter le fait qu'il en ait marre de la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner de la vie aux gens? Moi, c'est ma question. Ma question, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour se redonner de la vie à soi-même et redonner de la vie aux gens? Et quand on se pose des questions sur la vie, c'est marrant, la mort, ben moi, m'habite moins. À son point de vue. Moi j'ai le mien qui est celui d'une personne beaucoup plus âgée qu'elle et qui voit beaucoup de gens en fin de vie autour de moi. Voir quelqu'un qui meurt d'un cancer du poumon ou quelqu'un qui est atteint de la maladie de Parkinson, voilà, je vois ça et je me dis que moi si ça m'arrivait, j'aimerais bien avoir ma petite boîte de pilules à côté de moi pour abréger les souffrances. Ok. Alors c'est pas ma partie, mais je suis obligé d'en parler un peu puisqu'on n'en parle pas beaucoup. C'est de la loi Leonetti-Claes. Alors, cette loi Leonetti-Claes pourrait, si je ne m'abuse, répondre à ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens, et je suis d'accord avec vous, qui, au bout du bout, continuent à demander à mourir, en disant « stop, j'en ai assez ». Vous pourrez me mettre tous les arguments que vous souhaitez. Moi, ce que je souhaite, c'est d'arrêter de vivre. Aujourd'hui, la loi Leonetti-Claes permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Voilà les termes exacts du libellé de cette loi. Sédation profonde et continue jusqu'au décès. Est-ce que ça ne répond pas à une personne qui veut arrêter de vivre? Qu'est-ce qui est important? Alors, je vais tenter quelque chose, je sens que je ne vais pas me faire des potes là, mais on va tenter quand même un truc. Et sachez une chose en tout cas, c'est que dans la théâtralité dont vous m'accusez, c'est ma personnalité, je suis comme ça, et moi je me moquerai de la mort jusqu'à ce qu'elle me choque, mais en tout cas, j'utiliserai toujours ce ton léger parce que je suis comme ça, mais surtout soyez certains que je ne souhaite pas faire du mal à qui que ce soit ou dénigrer une opinion. Peut-être mon ton est léger, mais sachez que derrière ça, il est sérieux et qu'il ne souhaite pas, il ne souhaite en aucune façon nuire à qui que ce soit.
Donc ce que je voulais dire, c'est que la loi Leonetti-Claes, sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, permet effectivement aujourd'hui de, quand je dis dormir avant de mourir, c'est une sédation profonde et continue, où on s'assure qu'il n'y ait plus de douleur, et c'est là où je risque de provoquer des gens, c'est que, en fait, le suicide en soi, ou le désir de mort, c'est souvent lié à arrêter d'avoir peur, arrêter de souffrir, arrêter d'avoir mal, et arrêter aussi de montrer à son entourage un corps qui se dégrade et qu'on n'a pas envie de montrer. C'est souvent ça. Je pense qu'en tout cas, moi, dans ma tête, c'est peut-être ce dont je souffrirais. La mort en soi, elle, ne permet pas d'arrêter de souffrir. Là, c'est là où ça va déraper. La mort en soi ne permet pas d'arrêter de souffrir. Elle permet d'arrêter de vivre. C'est très différent. C'est très différent dans le sens où on ne doit pas confondre la mort et le soulagement. On ne peut profiter du soulagement que si on est vivant. On ne peut être soulagé de quelque chose que si on est vivant et que nous arrêtions de souffrir. Ça, c'est un concept super important quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut profiter du soulagement, profiter de la non-douleur que si nous sommes vivants. En mourant, on ne profite pas de la non-douleur. On arrête la vie. Ça, je veux dire, c'est de la logique, c'est pas une opinion, c'est juste quelque chose qui est difficilement réfutable, sauf si, bien sûr, vous tentez de le faire. Moi, j'ai quelque chose à vous offrir, monsieur. Ce sont les références du livre de Corinne Fanrose, où toute votre terminologie de philosophe qui n'a pas encore certainement traversé des épreuves et de pratique. Je peux vous dire que là, dormir en parlant de sédation, alors que les médecins disent eux-mêmes que les médecins sincères, la sédation ne résout pas le problème de la souffrance. Et même les médecins, enfin, je veux dire, même, vous allez voir ce qu'on s'est appelé sur les Fanrose, elle est quand même spécialiste des soins palliatifs et physiologiques. Par ailleurs, dire que l'euthanasie est un meurtre légalisé, c'est inacceptable. C'est une aide active à mourir dans un cadre légalisé pour ceux qui l'ont choisi. Ce n'est pas une généralisation. Au contraire, c'est la liberté d'accepter toutes les positions, et celle-là, en compte, y compris la conscience, la liberté de conscience des soignants et du personnel des soins palliatifs. Il n'y a jamais eu, dans la revendication de la légalisation, d'idée de meurtre, d'idée d'imposition. Non, mais le meurtre n'est pas péjoratif, hein, on est d'accord. Des soignants, il y a, au contraire, une revendication de liberté que je vous invite à renouveler. Par ailleurs, je m'y emploierai, je vous assure. Ce qui est dommage dans votre conférence, c'est qu'on n'a pas eu le récit et les propos de philosophes face à la mort. Quand ils sont confrontés à la mort, que ce soit la leur ou celle de leurs proches, je peux vous dire qu'ils sont aussi démunis que... Ah, je pourrais vous raconter celle de Socrate, celle d'Épicure et celle de bien d'autres. Je vous assure que j'en connais beaucoup de philosophes mourants. Moi aussi, rassurez-vous, je suis aussi philosophe. Voilà. Très bien. Oui. Moi, j'ai suivi la mort de ma père, de mon père, de ma mère dans des conditions pas très belles. Si, parlez juste en face. La souffrance, ça se voit sur un visage. Une fois qu'ils passent de l'autre côté, on a l'impression qu'ils sont reposés. Moi, j'ai vécu ça. Est-ce que c'est toujours comme ça ou pas? Et qu'on a l'impression qu'ils sont heureux d'être morts. Alors, je peux répondre peut-être. Moi, je ne me suis peut-être pas présenté comme infirmier, mais je suis infirmier. J'ai travaillé dans de nombreux services où j'ai côtoyé la mort de très près. Dans les urgences, dans les services de réanimation polyvalente, dans les services de long séjour.
J'ai côtoyé la mort de très près et j'ai fait beaucoup de toilettes mortuaires, j'ai fait des présentations de corps, mais vraiment je ne les compte pas. Le repos, le sentiment que l'autre est reposé, des fois oui, et quelquefois pas. Ça, si vous voulez, je mentirais si je disais qu'à chaque fois c'était en repos. On peut avoir la représentation, vous savez, de morts qui sont complexes, compliquées. Et donc, effectivement, le visage de celui qui est mort avec des peurs, avec des douleurs, eh ben, c'est pas le même que celui qui est bien calmé. Moi, je parle pas de celle de douleur, moi, c'est un soin palliatif. Hein. Un soin palliatif. D'accord. Une fois qu'il y a eu la sédation et tout comme ça... Donc ça c'est important. Oui, oui, bien sûr. Donc on peut imaginer que... D'accord, d'accord. D'accord, mais ça c'est important aussi d'entendre qu'on peut arriver par des sédations et un soin palliatif à des visages reposés. Oui, je crois que c'est possible aussi. D'autres interventions? Ce qui fait plaisir dans une conversation comme ce soir, c'est qu'il y a 30 ans, nous étions tout seuls. Nous étions seuls, les soignants, nous étions en première ligne, si vous voulez, mais sans qu'il y ait de débat comme ce soir. Parce que ce sont des problèmes de société. Et nous les portions seuls, ces problèmes de société. Donc je pense que c'est quand même ce soir un très grand progrès que de voir qu'il y a de l'intérêt pour ce genre de questions. Moi, ça me paraît très bien. Alors, vous voyez, je vous ai envoyé une diapositive pour vous dire les mots qu'on peut entendre de ci, de là. C'est une épave, c'est un croton, c'est une plante verte, c'est un légume, c'est un pot de fleurs, c'est un débris, etc. Ce sont des choses qui existent encore. Et la chosification, vous imaginez qu'elle peut aussi être dangereuse. Enfin, voilà pour des cultures, si vous voulez, qui sont profondes dans une société, hein, qui continuent à faire leur œuvre. Alors après, c'est vrai que ce que j'entends aussi, et c'est ma dernière phrase pour l'instant, c'est qu'il y a toujours une énorme attente vis-à-vis de nous, les médecins, les infirmières, les soignants. Ça, c'était vrai, si vous voulez, avec les immenses progrès de la médecine, et ça reste vrai avec les immenses progrès de la médecine, mais ça reste vrai y compris pour ceux qui contestent, comme vous, madame, à juste titre, certainement, hein, nos incapacités, puisque Christophe a très bien dit qu'on ne peut pas se vanter complètement d'être arrivé à soulager les souffrances multiples des personnes à la fin de la vie. Et donc il y a de nouveau une attente, et elle est vis-à-vis de nous aussi. Et là, il y a une problématique qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une distance, si vous voulez, entre celui qui demande et celui qui va faire un acte. Et que, par exemple, pour vous donner un exemple simple, nous avions déjà, avec la loi Leonetti, mais bien avant, une démarche qui consistait à consulter notre personnel, nous les médecins, avant de prendre une décision, en particulier de sédation, qui n'était pas officielle, mais qu'on faisait quand même, à la fin de la vie, puisque c'est à peu près un tiers de mes malades qui mouraient avec endormis, comme pour prendre un terme qui ne vous plaît pas, dans le coma, donc en fait, c'est un coma thérapeutique, hein, c'est plus proche de l'anesthésie que du sommeil. Bien. Eh bien, je me tournais vers mon personnel. Vous voyez déjà, tu vois, comment j'ai la grosse tête. Bon, donc il ne faut pas dire ça. Je me retournais vers le personnel hospitalier qu'on avait bien voulu m'allouer. Et ces personnes, je leur demandais leur avis, en fonction de la dimension multidisciplinaire, de consulter son équipe. Les gens ne se battaient pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, merci, encore une fois, de nous aider, en comprenant malgré tout que c'est pas commode de tenir la seringue, hein? Vous voyez ce que je veux dire, et que là, il y a une distance, s'il vous plaît. Mais c'est une contradiction qu'il faut assumer, je veux dire, assumer la contradiction, qu'il y a une attente, et puis que cette attente ne peut pas être honorée avec, dans les cas où ça s'est passé effectivement de manière plus ou moins clandestine, aussi des scissions, graves dans les équipes, entre ceux qui... Donc on voit bien que les débats de société traversent aussi le monde soignant, et que si ça se fait... Vous savez, au début, j'étais anesthésiste, anesthésiste réanimateur. On m'appelait, moi, dans des services, non pas l'hôpital d'Albi, hein, bien que... Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on a pu m'appeler pour me demander d'endormir des gens. Je ne me posais pas à ce moment-là la question de savoir si c'était avec leur volonté, pas leur volonté, etc. Ils arrivaient au bout du rouleau parce qu'il n'y avait pas de soins palliatifs à ce moment-là. Et donc, très naturellement, je pense à une clinique à Agen, on
m'appelle, bon, vous êtes l'anesthésiste remplaçant là, mais vous avez un malade à endormir dans une chambre et vous tombez sur une jeune femme avec un cancer du vagin absolument au dernier stade, dans des douleurs épouvantables, je l'ai endormi. De la même façon que j'ai endormi des gens en réanimation aussi bien avant la loi, si vous voulez, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Je crois qu'il faut voir aussi les choses sous l'aspect dynamique, c'est-à-dire que l'arrivée des soins palliatifs, et pas seulement tenir la main, mais aussi toute une technologie, peut nous donner l'espoir, encore non abouti et non achevé, et là je partage tout à fait ce diagnostic, qu'on peut faire autrement quand même que de donner la mort ou de laisser les gens dans le désespoir en attendant la mort. Voilà, mais c'est mon sentiment. Je voudrais ajouter aussi, je voulais parler très rapidement des dispositifs qui existent dans notre département autour de la fin de vie. Donc, à l'hôpital de Castres, depuis un peu plus d'un an et demi, je pense, existe l'unité Tournesol. C'est une unité de 10 lits. C'est une unité spécialisée en soins palliatifs. Donc ça, le département du Tarn, avec l'arrivée de cette unité à Castres, s'est doté d'une unité de soins palliatifs avec du personnel formé pour cette discipline-là. Ensuite, nous avons, en tout cas à l'espace éthique, peut-être j'en oublierai, mais nous avons des bénévoles de l'ASP. L'ASP, ce sont des bénévoles en soins palliatifs et qui rencontrent des personnes en fin de vie. Après l'ASP, nous avons des... mais Corinne, tu me corriges si je dis une bêtise. Nous avons la Maya qui s'occupe de cas complexes, dans la volonté aussi de voir de quelle façon on peut garder à domicile des patients avec des troubles dégénératifs, voire au-delà de la maladie en trouble dégénératif, peut-être aussi jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore y penser qu'on puisse mourir à domicile correctement? Donc, il y a une représentante de la Maya ici, et c'est un dispositif aussi d'accompagnement sur les troubles dégénératifs et sur les fins de vie. L'ASP, nous avons aussi un projet à Cahuzac-sur-Ver d'une maison de répit qui s'appelle la maison Astrolabe. Peut-être pourrais-tu en dire un petit mot, Delphine, puisque la porteuse du projet est là. Là, en fait, tu n'as pas trop le choix. Ouais. Merci. Je voulais aussi dire qu'il y avait le réseau de soins palliatifs dans le Tarn qui accompagne les personnes à domicile. Voilà, vous pouvez vous rapprocher du réseau et des équipes mobiles dans les structures. Moi, j'y ai travaillé pendant 10 ans et aujourd'hui, c'est vrai qu'on porte le projet d'une maison de répit avec le Dr Pradine, entre autres. C'est-à-dire que l'idée est de trouver un lieu entre le domicile et l'hôpital quand on ne nécessite pas d'être hospitalisé. Et donc, ce serait une maison où on pourrait venir avec son proche. Il y aurait des bénévoles et voilà, on est en train de réfléchir au projet. L'ARS a inscrit ce projet dans le plan régional de santé. Voilà, donc peut-être vous en entendrez parler et si vous venez à Cahuzac-sur-Ver le 2 décembre, on pourra vous en donner plus d'éléments. Je te rends la parole. Merci beaucoup. Donc ça, c'est important de voir qu'il y a des dispositifs divers et variés avec des bénévoles, des professionnels en hôpital public. Je ne parle pas, mais ça existe aussi bien sûr dans tous les services, dans les établissements privés d'oncologie où les gens sont formés aussi aux soins palliatifs. Les bénévoles, on n'en parle pas assez, ils sont présents dans nos institutions et à domicile, ça c'est important aussi. Et tous ces dispositifs, la Maya, le réseau, réseau Pallit 81, tous, il y a un dispositif aujourd'hui qui est, je commence à comprendre comment il fonctionne, c'est complexe, mais il progresse, il s'augmente. Aujourd'hui, les maisons de répit sont la preuve et la volonté de l'ARS de développer ce genre de projet. Je crois que c'est une excellente chose d'imaginer que le répit soit possible. Et le répit, autant pour, et on a compris, autant pour la personne qui est en fin de vie, que les aidants. Les aidants ont aussi besoin de répit de temps en temps, et ces plateformes de répit sont en train de se développer. Il y a des projets aussi il y a des équipes de SIAD qui travaillent beaucoup aussi autour des soins palliatifs. On travaille beaucoup avec le SIAD de la DMR de Brens. Il me semblait que j'avais vu Céline, mais je ne la vois plus. Elle est partie. Elle a dû partir. Donc, on a vraiment un réseau qui a pris conscience et qui travaille vraiment autour
du mourir, de la fin de vie et de l'accompagnement des aidants. Donc ça, je crois que c'est un progrès. Après, encore une fois, hein, l'idée c'est pas d'avoir raison plus qu'un autre. Je crois que des gens qui souhaitent mourir en fin de vie, ben, c'est quelque chose qui existe, qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'on réfléchisse ensemble dans notre société. Je crois que ça mérite d'être réfléchi. Et au-delà même du soulagement de la douleur, on a encore des gens qui veulent mourir. Ces gens-là, il faut qu'on prenne en compte cette demande et qu'on trouve une issue pour y répondre convenablement et de ne pas les abandonner dans cette douleur-là. Je suis open là quand même, non? Laquelle issue? Comment? Laquelle issue? Je dis réfléchissons ensemble. Mais aider les gens à mourir, c'est pas réfléchir, c'est respecter leur choix. La réflexion, elle sert à quoi à ce moment-là? Il faut la faire avant. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et chacun se voit de penser à sa mort et d'anticiper justement cette fin de vie. Même s'il n'est pas malade, même s'il n'est pas dans l'urgence. Mais même, je dirais que c'est même un devoir de tout être humain de penser à sa mort. Parce que ça soulagerait le corps médical de penser à la mort des gens. Avant de soulager les médecins, on va soulager les personnes, hein, parce que les médecins c'est vrai que ça qui fassent de la médecine, comme les soignants qui soignent, que chacun fasse son boulot. Dans la douceur, ça suffit. Mais je pense, moi, à tous les citoyens qui se doivent justement de prendre cette responsabilité. Alors là, nous sommes tout à fait d'accord. Les débats pour nous ce soir montrent que la volonté que ce soit un débat sociétal, qu'on puisse exister avec des idées contraires, ça c'est super important. Et c'est avec ça qu'on va avancer. Je voudrais juste dire qu'on peut toujours changer d'avis, et même au dernier moment. Donc une personne peut s'exprimer lorsqu'elle est en pleine possession de tous ses moyens, mais au moment où elle va les perdre, elle peut changer d'avis. Et est-ce qu'elle pourra les exprimer à ce moment-là? La plus grande liberté, c'est d'avoir la liberté de changer d'avis et de penser le contraire de ce qu'on a pensé la veille. Et qu'on puisse l'assumer. Bien sûr. Et ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'il faut aller dans le soin palliatif à fond et pas contre l'euthanasie, c'est pas incompatible. Quelqu'un veut-il réagir? Je sens qu'il y a une petite fébrilité qui sent la fin du débat. Une dernière question. Allons-y. Une dernière et sauf s'il y en a une autre. Moi, j'ai longuement réfléchi depuis l'âge de 15 ans. Vous avez l'air de penser que quelques mois vous changez d'avis. Eh bien, bon, j'ai 70 ans, mais je suis toujours sur mes positions. Et donc, l'euthanasie, je pense qu'on a le droit. Et quand monsieur dit que le suicide est un droit, je ne vois pas pourquoi l'euthanasie ne pourrait pas l'être. Et la question que je me pose, c'est que les médecins ont des devoirs envers les patients, mais que le malade, il a le droit de disposer de lui-même. Alors ça, pour moi, c'est une réalité depuis mes 15 ans. En 1974, on a aboli la mort en France. Je trouve que c'est super. Je suis étonnée, moi, de voir cette pression vers le désir de mort. Et en plus, on le demande aux médecins. Et les médecins, quand même, depuis Hippocrate et depuis toujours, ils sont là quand même pour le soigner. Alors, ceux qui veulent l'euthanasie à fond, prenez aussi vos responsabilités, ne déversez pas... En Belgique ou en Suisse alors? Oui, alors en Belgique. Alors en Belgique, il y a le troisième âge en Belgique qui a cette crainte, depuis que les lois ont été votées en Belgique, madame, eh bien le troisième âge en Belgique mute en Allemagne. Ils réservent, il y a des listes d'attente énormes. Ils veulent absolument des maisons de retraite en Allemagne parce qu'ils disent, en Allemagne, il y a eu Hitler, le peuple allemand sait ce que c'est que la mort. Donc nous, on préfère quitter la Belgique et mourir en paix en Allemagne. C'est intéressant quand même. Mais en Belgique, on ne sait pas les vieux, on peut vous inventer. C'est de la désinformation. Allez, s'il vous plaît, on va essayer. Attention, attention. Attention, il m'appartient de polisser le débat. Soyons sérieux. L'idée n'est pas d'avoir raison les uns sur les autres, ça n'avancera à rien. L'idée aujourd'hui, c'est de débattre. Ensuite, si vous souhaitez que nous fassions une réflexion plus approfondie
sur des propositions à partir de l'espace éthique, nous sommes capables de construire ce genre de propositions au gouvernement. Moi, la question que je vais poser à tout le monde, c'est la question du droit à la mort. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être tout à fait légitime. L'ouvrir sur le débat, on va dire, sociétal, ne devrait-on pas passer d'abord par l'ouverture au niveau de la famille? Parce que c'est vrai que, comme on le dit, tout le monde autour de ici parle beaucoup d'euthanasie, le droit à mourir. Mais depuis quand, à part cette dame qui vient de dire qu'elle l'a dit depuis 15 ans, c'est vrai que ce que je constate, c'est que quand une personne meurt, on met de plus en plus les enfants à distance, on n'en parle pas, ça devient tabou. Donc parler de la mort et de l'euthanasie, ce serait parler de la vie en même temps, parler de choses naturelles. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Donc souvent, je le vois également au niveau de l'hôpital, c'est vrai que quand une personne meurt, tout le monde est un peu démuni parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on se pose la question, est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent les familles prennent position soit par rapport à leur ressenti, mais pas forcément par rapport à des échanges qu'ils ont eu avec d'autres personnes. Par exemple, je ne sais pas, tout le monde ici, est-ce que vous en avez parlé à vos proches, à vos enfants? Est-ce qu'ils sont au courant? Parce que je pense que parler de l'euthanasie et du droit à mourir, c'est déjà un droit qu'on va faire au sein d'une famille. Alors en parler, c'est bien. L'écrire, c'est mieux. À savoir... Voter, c'est encore mieux. Voter, c'est encore mieux. Alors, écoutez, je vais essayer de faire je vais poser une question. Qui dans cette salle a écrit ces directives anticipées? C'est bien, je suis ravi de voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, allez, on va dire une vingtaine. C'est bien, c'est la première fois que je vois autant de doigts qui s'élèvent. Peut-être aussi qu'on est dans une assemblée sur une thématique bien précise. On s'écoute, s'il vous plaît. Non. Elles sont écrites et si vous le souhaitez les garder telles quelles, elles n'ont plus de durée en termes de validité. Depuis la loi Leonetti-Claes. Bon, si vous m'autorisez, je vais tenter un résumé de la soirée. Je vais essayer d'être le plus objectif possible et vous aurez le droit de me fustiger si j'oublie des idées. Pour d'expérience médicale, appuyée par des statistiques, qui montre la tendance aujourd'hui et les difficultés que nous éprouvons. Un discours philo qui explique l'idée que le meurtre est un tabou sociétal et qu'aujourd'hui, l'idée, c'est je parle encore une fois pour moi, c'est de proposer le développement en termes de soins palliatifs et d'augmenter ces réseaux et ces dispositifs qui se font et de penser ensemble à moi, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ensuite, dans l'assistance, vous nous avez, de façon assez partagée, fait des témoignages sur la volonté d'avancer sur la légifération autour du droit à l'euthanasie, et d'autres qui sont assez d'accord aussi pour expliquer qu'il y a des expériences en soins palliatifs qui sont positives. Est-ce que j'oublie des idées qui pourraient avoir émergé ce soir et que j'aurais éludées? Ce qui est important, juste je finis, ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui des idées contraires puissent vivre ensemble. Que ce que nous avons tenté de faire ce soir, je suis ravi qu'il y ait des personnes qui sont de la DMD, je vous demanderai même de remarquer que la mission qui m'avait été donnée a été faite, hein, c'est-à-dire que j'ai posé les bulletins qui vous ont été distribués, on m'avait chargé au cas où il y aurait une personne de la DMD, où je suis rassuré, vous étiez là, mais ils sont à disposition et j'ai assumé la mission qu'on m'avait demandée, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais pas être d'accord, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Moi je crois que ce soir, ce qui est important, c'est d'être capables tous d'exprimer nos opinions. Mais ce sont des opinions, toutes les unes autant que les autres. Il n'y en a pas une de plus vraie et de plus légitime que les autres. Par contre, notre société a besoin aujourd'hui de penser des insuffisances, puisqu'il y a encore, avec le ton que vous avez employé quelquefois, moi en tout cas, peut-être je me trompe, j'ai senti de la colère et j'ai senti de la volonté d'avancer. Ne vous trompez pas de cible, en tout cas, je ne mérite pas cette colère, je ne crois pas. Pardonner les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Merci. Vous avez même cité Camus. C'est ça. Et ce soir, vous avez ajouté du malheur au monde. Faire croire n'importe quoi. N'importe quoi.
J'ai même choisi la musique pour mes obsèques. Alors, sachez... Vous n'avez pas fait de tabac là. D'accord, d'accord. Alors, je pense être resté honnête et sincère dans tout ce que j'ai dit. Bien, on vous a entendu, madame, et votre opinion aussi. Et maintenant, tu l'as fait. En tout cas, je vais peut-être te donner la conclusion, ça me permettra de sortir de cette banane. En tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ne pas faire trop de gauche.